c'est l'heure de la pause mémo. Bienvenue à toi, cher internaute, dans ce deuxième épisode de la pause mémo. Installe-toi confortablement avec pourquoi pas un thé et quelques chocolats et offre-toi ce moment de respiration cérébrale et émotionnelle pour quelques minutes. Pour rappel, la pause mémo est un temps de partage sur des thématiques diverses afin d'en faire ressortir le côté positif. Le mot d'ordre est de se faire du bien. Alors, pour ce deuxième épisode, j'ai une invitée qui s'est prêtée à cet exercice particulier. Il s'agit pour moi d'une heureuse rencontre car, comme je le disais dans l'épisode précédent, j'avais décidé donc de faire un tri dans mes contacts jusqu'à la rencontrer. De trou de mémoire à une nouvelle prise de contact avec elle, afin de savoir de qui il s'agissait, je ne l'ai pas regretté. Elle, c'est une femme entrepreneur, bibliophile, amoureuse du bon mot. Elle est enseignante et avec son mari, ils ont fondé en 2019 une école privée chrétienne à Morne-à-l'Eau en Guadeloupe qui s'appelle Les Semailles. La pause mémo du jour est donc avec Michael Labrie-Gobardan qui va développer le concept vision. Je vous souhaite une excellente escapade métaphorique. Hello à tout un chacun. J'entends profiter de cet temps troublé pour exhorter ceux qui m'écoutent à se recentrer sur l'essentiel. Pour cela, j'ai fait le choix de vous offrir en partage des pistes de réflexion sur la thématique de la vision. J'encourage ceux qui me côtoient à entrer et à fonctionner dans leur appel en mettant leur talent, en osant mettre leur talent au service de leur prochain sans se laisser entraver par les limitations. Plantons maintenant le contexte de mon intervention pour le média Hello. La question m'a été posée de savoir comment je vis le confinement d'un point de vue personnel. L'élément de réponse que j'entends y aborder est tout d'abord le fait que j'ai eu à poser un choix par rapport à ma manière de vivre cet état de fait. Et ce choix, ça a été le fait d'être intentionnel quant à tirer parti de ce confinement pour réajuster mes priorités, clarifier l'essentiel, recentrer la vision. La question de la répercussion majeure constatée par rapport à mon activité s'est aussi posée à moi. Et cette question est d'un grand intérêt, puisque dans mon cas précisément, elle est à aborder depuis une double perspective. Et c'est là que les choses à la fois se complexifient, mais en même temps deviennent intéressantes. Je les aborderai donc depuis la perspective de l'enseignante, confrontée à l'impérieuse nécessité d'organiser la continuité pédagogique, et c'est précisément de cette problématique qu'a jailli, par-delà la mise en place logistique, qu'a jailli la mise en lumière du côté profondément relationnel et humain de ce que j'appellerais l'art d'enseigner, puisqu'il s'agit au fond et avant tout de faire subsister le lien sans pour autant se laisser déshumaniser par les avancées technologiques. Et dans le même temps, comme je le disais tout à l'heure, je me dois aussi de mesurer l'impact de ces répercussions depuis ou sur ma posture d'entrepreneur. Et en effet, une telle crise sanitaire, sans précédent pour nos contemporains en tout cas, génère des difficultés susceptibles d'être décourageantes pour les chefs d'entreprise, pour ceux qui ont à cœur d'entreprendre, mais aussi plus largement pour tous les porteurs de projets. Et ce, en termes d'inquiétude, de peur du lendemain, de doute, voire de découragement. Le contexte étant posé, j'aimerais maintenant apporter un souffle d'inspiration. Et pour cela, je vous propose maintenant d'embarquer avec moi pour une courte escapade auditive au pays d'un conte métaphorique qui nous vient de l'Inde. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent-ils déjà, puisqu'il est très véhiculé dans la sphère du consulting de leadership et des séminaires de motivation pour dirigeants, ou peut-être le découvrirez-vous avec moi. C'est l'histoire d'un œuf d'aigle déposé dans un poulailler. Permettez-moi d'en prendre lecture. Un brave fermier trouva un jour un œuf d'aigle qu'il déposa dans un poulailler. Une poule accepta de le couver et peu après,
l'aiglon vit le jour au milieu d'une portée de poussins. Il grandit avec eux. Toute sa vie, il resta à la ferme et fit ce qu'une poule fait normalement. Chercher des insectes, picorer des graines, se disputer un peu avec ses congénères, supporter l'humeur ombrageuse du coq, trembler de peur quand rôde le renard et le soir rentrer dormir au poulailler. Comme une poule, il caquetait et engraissait tranquillement, et quand il volait, c'était dans un nuage de plumes et de poussière sur quelques mètres à peine. Après tout, c'est ainsi que les poules étaient censées voler. Les années passèrent, identiques, tranquilles et monotones, et l'aigle devint vieux, très vieux. Un jour, une grande ombre passa au-dessus de lui, lentement. Surpris, il leva la tête et vit un oiseau magnifique et majestueux planer dans un ciel superbe, profitant avec grâce des courants ascendants sans bouger ses ailes dorées. « Quel oiseau splendide !» dit-il admiratif à ses voisines. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est un aigle, le roi des oiseaux !» Cargua une congénère en continuant de picorer. « Mais ne rêve, tu n'es que poule et tu ne seras jamais aigle. »« Dommage !» soupira-t-il en songeant avec envie à cet oiseau admirable. Puis vint le jour où il mourut, en pensant avec regret qu'il n'était rien d'autre qu'une poule, sans savoir qu'il pouvait voler comme un aigle et qu'il était le roi des oiseaux. Puissant, rapide, avec une vision claire et perçante. Vous l'aurez compris, la conscience claire de la vision permet de s'asseoir dans son identité et de ne pas manquer la cible. Peut-être ce partage a-t-il encouragé les aigles qui s'ignorent ou les aigles qui hésitent, ceux que des croyances limitantes assaillent et paralysent, à l'instar des petits poulets de l'histoire, et j'en serais ravie. Toutefois, j'ai à cœur d'apporter un autre niveau de lecture, dont l'axe n'est plus uniquement la vision que l'on peut avoir par rapport à soi-même. J'aimerais apporter un autre niveau de lecture où l'axe serait celui de l'orientation du regard, vers les choses d'en bas ou vers les choses d'en haut. On constate que tant que l'aigle se comporte comme un poulet, il a le regard rivé sur les choses d'en bas. Picorer, s'engraisser, caqueter, gratter pour trouver des insectes, somme toute des choses uniquement terre à terre. Toutefois, à un moment de l'histoire, il a comme un éclair de lucidité qui lui permet de porter le regard vers les choses d'en haut, et là, il s'ouvre à une toute autre réalité. Et j'en viens maintenant au temps où je souhaiterais introduire une courte exhortation spirituelle. Quel est le point focal de votre vision? La Bible nous explique tout le long à quel point les choses d'en bas sont passagères, mais celles d'en haut sont éternelles. Beaucoup voudraient être des aigles, mais sur quoi fixez-vous les regards? Je vous invite à profiter de ce temps de confinement pour prendre le temps de lire les chapitres 1er et 2e du livre des Actes des Apôtres. On y voit les premiers chrétiens recevoir la vision du ressuscité. Et là, il va se passer une chose très intéressante. L'Écriture nous enseigne que le Christ va leur ordonner d'aller dans une ville bien précise, Jérusalem en l'occurrence, et de ne pas bouger de cet endroit. Il va les circonscrire à un endroit bien déterminé et il va leur demander d'attendre l'accomplissement d'une promesse pendant une durée indéterminée.
Les chrétiens obéissent. Ils restent dans cette ville. Ils vont dans une maison et ils vont vivre une certaine forme de confinement volontaire, si je puis dire, dont ils profitent pour rester en prière et attendre la promesse. Et ce n'est qu'à l'issue de ce temps de prière et d'attente qu'ils vont vivre l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte. Maintenant, dans notre société de la suractivation, est-ce qu'on sait encore patienter? Est-ce qu'on sait encore attendre sans être en permanence en train de chercher à surmeubler cette attente et avec toutes sortes de programmes? Sans être en permanence en train de rechercher l'excitation? Est-ce qu'on sait encore cultiver le goût des choses simples? Le défi que je vous propose avant de clore ce partage, et j'en aurai terminé, le défi que je vous propose est le suivant. Munissez-vous d'une feuille blanche et d'un stylo et écrivez sur une feuille 5 raisons de reconnaissance et d'action de grâce pour ce temps de confinement. Par exemple, pour ma part. Numéro 1. Je profite de temps de qualité au sein de mon foyer, discussion constructive avec mon époux, observation attentive de mes enfants pour mieux les accompagner. Numéro 2. Je me mets à jour dans mon travail scolaire. Numéro 3. Je lis énormément et me suis inscrite à des formations en ligne très constructives et édifiantes pour améliorer ma pratique personnelle et professionnelle. Numéro 4. J'ai plus de temps pour me reposer. Numéro 5. Le meilleur pour la fin. Je prends du temps pour m'immerger dans l'eau de la parole de Dieu, vivre des temps de rafraîchissement spirituel et constituer mes réserves d'huile pour me préparer aux temps difficiles annoncés par la Bible. Et vous, quelles sont vos raisons de gratitude? Vous verrez qu'en orientant correctement votre vision, vous serez vous aussi en mesure de reconsidérer les choses. C'était Michaëlle Labrigo-Bardan, fondatrice de l'école chrétienne Les Semailles pour le média Hello. Voilà, c'est la fin de l'épisode 2 de la pause mémo. Nous remercions Michaëlle Labrigo-Bardan pour ce partage. Je vous invite à aller sur la page Facebook de l'école Les Semailles afin d'en savoir plus sur sa vision. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de lever les yeux. Je vous laisse avec une punchline signée Placidentella alias Mr. UCS. Une chose est sûre, n'hésitez pas à suivre son compte sur Instagram. J'ai dû choisir entre deux options, soit je dompte l'échec, soit c'est lui qui me dompte. Cette fois-ci, cette kryptonite n'a pas pu avoir effet sur les héros que nous sommes. Thanks God. Je vous dis bravo, je me retire, à bientôt.